Bonjour, bonjour Adam. Alors après donc l'évêque Dieudonné Uringui, on sait que avant lui il y avait aussi le cardinal Ambongo qui était au Kivu, qui a confirmé le plan de balkanisation. Alors cher Freddy, on pensait que le plan de balkanisation était déjà dans les oubliettes. Adam, je pense que ce plan date il y a longtemps. Avant même que l'AFD soit mise en place. Je me rappelle quand j'étais au potentiel, après avoir fait la campagne contre la balkanisation, nous avons reçu 2 personnes. Moi avec Emelka Bongo, donc de l'ambassade américaine, dans mon bureau au potentiel, qui nous demandaient, qui voulaient comprendre la balkanisation, ça vient d'où, c'est quoi, ils ne comprenaient rien. En fait, c'était le département d'État américain qui avait demandé à ce qu'ils viennent me rencontrer. On a une discussion pendant 1 heure. Et on leur a expliqué qu'est-ce qui est derrière tout ce qui est guerre à l'Est et tout ça. On a cité certains ouvrages. Et ils ont fait rapport à Washington. Et de Washington, il y a eu fuite dans Wikileaks. Et dans Wikileaks, tout ce qu'on avait parlé avec les diplomates de l'ambassade américaine est sorti. Donc, ils ont relaté tout ce qu'on avait dit. Ils sont arrivés à la fin pour dire nous ferons par tous les moyens pour que l'image de l'Amérique ne soit pas ternie. Et après ça, on m'a invité. J'ai fait 21 jours en Amérique, en commençant par le département d'État, on avait invité. On était 8 Africains avec 2 Congolais. On a eu des discussions au département d'État avec tous les services qui s'occupent de l'Afrique. Après discussion, il y a une dame, Catherine. Catherine, c'est une Américaine blanche qui travaille à l'ambassade ici en 2000. Elle s'occupait de l'économie. Après avoir discuté, elle m'a appelé de côté. Elle me dit, nous sommes inquiets pour votre propre pays. On ne voit pas les élites émerger. J'avais amené les livres sur la balkanisation qu'on avait publié avec certains intellectuels. J'ai distribué parce que je suis passé. C'est pour vous dire que le projet existe bel et bien. Quand quelqu'un vient dire que le projet n'existe pas, il n'est pas honnête. Le projet de balkanisation existe bel et bien. Maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est comprendre la logique du monde capitaliste. Quels sont les acteurs de cette balkanisation? Les acteurs, c'est d'abord le clan Bill Clinton, qui était à la base de la guerre de la Fidèle, et Kemuzé a essayé un peu de changer la donne, et on l'a assassiné. Donc l'objectif pour ces gens, et pour la plupart, sont des gens qui étaient à Berlin en 1885, ou bien leurs petits-fils, qui estiment que le Congo leur appartient. Comme on a transféré le Congo de Berlin, donc de multinationales, ils ont aussi le droit de revoir les frontières. Ça, c'est un des deux. Ces gens disent aussi que le Congo est trop grand. Il faut le couper pour mieux gérer. Mais il y a un soubassement raciste, pour ne pas dire racial. On ne peut pas laisser beaucoup de richesses aux Noirs. Sans le fond du problème, en d'autres dimensions économiques, les Noirs ne méritent pas ça. Voilà pourquoi on peut tuer des millions de morts, personne n'en parle, même pas un procès. Donc ça sont les multinationales. Derrière les multinationales, vous avez des hommes d'affaires. Je veux parler de clan Bill Clinton. Donc c'est eux, ils étaient à Arkansas. La plupart des hommes d'affaires sont des hommes d'affaires d'Arkansas qui ont monté le coup en disant nous mettons la main sur les richesses du Congo, ensuite on les coupe en morceaux. Et même au niveau du Parlement, du Congrès américain, il y a eu quand même des déclarations. Fess William, qui était le premier président qui s'occupe de la sous-commission Afrique, l'avait dit clairement. Le Congo, il faut le diviser en 5 États. Ça existe bel et bien au Congrès américain. Ceux qui veulent, qui doutent, ils aillent vérifier. Donc ces gens, ces capitalistes, ces globalistes, ne vont pas baisser les bras. Mais comment vont-ils procéder alors pour mettre ce projet de balkanisation en marche? Quelles sont leurs techniques? C'est d'abord, on a utilisé le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda en disant que c'était un problème Banyamulenge, un problème ethnique,
Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Grou Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire d'Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, j'ai dormi encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. Dès son retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré le bébé de la main de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour se sauver la vie de ce bébé. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 heures du matin, on ne le savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi. Alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi j'ai été obligé par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. Il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de la Saga qui viole mon épouse à ma présence à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli avec moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par le commandant même de Codeco, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors il y a un petit garçon là, Codeco, qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ce monsieur avec ses enfants. On peut les libérer. Alors ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Boya. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, puis c'est difficile pour moi. Alors il y a 2 militaires, Codeco Asaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Blouba. Puis ils récupèrent Blouba en nature. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Blouba avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis
Le bébé a pleuré depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour le bébé. Je l'avais laissé dans des trucs comme ça à la rue. Et en fait, si aujourd'hui, attaquer simple et déplacé du site Kigo de Abuja, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer garant de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puisque moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bouni. Puisque mes affaires sont devenues les affaires de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi, je serai un homme de la rue. Alors moi, j'ai un petit plaidoyer. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef. On va parler de la responsabilité que le président Félix Tshisekedi a dans les massacres qui se passent à l'est du Congo. On va faire un petit récapitulatif. Alors pour ceux qui ne sont pas congolais, qui sont dans la chaîne, ne connaissent pas les détails, je vais un peu vous raconter comment s'est passé le début du mandat du Félix Tshisekedi. Alors ça fait plus d'une vingtaine d'années, trentaine d'années que Kagame sévit à l'est du Congo et qu'il massacre des gens dans l'impunité en finançant des groupes armés. Il y a plein de reportages qui parlent de ça, il y a même un rapport de l'ONU qui le confirme. Donc ça c'est déjà sûr, on met de côté. Tout Congolais n'a pas attendu le rapport de l'ONU pour savoir que c'était Kagame qui était responsable. Ça c'est juste pour le niveau international, pour qu'il y ait des sanctions au cas où, mais tout Congolais savait exactement qui était le meurtrier de nos mamans, de nos filles, de nos pères. Alors à ce moment-là, lorsque le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? D'abord il fait une alliance avec... Il le laisse tranquille alors qu'on s'est battu justement pour que Kabila parte et que tous ses crimes soient punis et toutes les personnes de son gouvernement ou ses proches qui ont commis des crimes soient punis. Directement, le président Félix Tshisekedi le donne l'armistice, il n'a plus rien à craindre et tout son entourage. Il donne la raison, je veux pas de problème, le passé c'est le passé, on commence une nouvelle étape. Donc, imaginez-vous toutes ces mamans, ces femmes qui ont été violées, torturées, des enfants qui ont perdu leurs parents, des parents qui ont vu leurs enfants mutilés, doivent se dire on va continuer à vivre avec nos bourreaux, on va continuer à marcher dans la rue, croiser des personnes qui ont tué nos familles. Le président Félix Tshisekedi a dit le passé c'est le passé. Donc ça fait que tous ces meurtriers sont restés dans les fonctions de l'État, de l'armée, dans le gouvernement et même des fois même dans les affaires. Sans aucune sanction, sans aucun procès. Ensuite, il y a eu rapprochement avec Kigali et Kagame en disant que oui, Kagame c'est mon frère, on doit rester unis. Bon, on veut bien essayer d'arranger les choses, mais c'est pas pour ça qu'il faut commencer à serrer la main, rigoler ensemble, faire comme si on est des amis, alors que les massacres continuent. Ce n'est pas comme si les massacres s'étaient arrêtés. Les massacres continuent. Mais lui, il a dit à tout le monde, non, Kagame c'est notre frère. Imaginez ces mamans qui ont été violées, ces enfants mutilés, qui sait très bien que Kagame est responsable parce que c'est lui qui finançait les groupes armés, voit son président main à main avec Kagame tranquille. Là, on est dans les 2020. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ça? Vous, en tant que Congolais, donc, vous voulez que le reste de l'Afrique sache, le reste du monde sache ce qui se passe au Congo. Rwanda is killing. Mais vous-même, Congolais, vous ne condamnez pas ce que le président là a fait. Et pendant tout ce temps-là, il continue à avoir des meurtres, des assassinats à l'est du Congo. Là, parce qu'il n'y a pas que le M23. Hein. Le M23 refait surface, mais il y a plein de groupes armés, toujours soutenus par le Rwanda, qui continuent à commettre ces crimes. Le Congo est en guerre, vous entendez plus de 10 millions de morts, etc. Imaginez si c'était en Ukraine. Est-ce que vous verrez Zelensky aller faire les francophonies? Donc il y a la guerre au front là-bas en Ukraine, la guerre en train de chauffer, et Zelensky dit nous, on va organiser la francophonie,
vous dépassez de 7 fois le budget alors que l'argent devrait aller pour l'armée. Non, vous voyez Zelensky faire le monde entier pour chercher de l'argent pour pouvoir financer la guerre et vaincre les ennemis, les Russes. Au Congo, non. Vous voyez le président, des montres de luxe, il fait des centres, c'est quoi? Un centre financier, parce que tout le monde a dit, waouh, il a fait un centre financier, t'as vu ça, c'est trop beau, c'est les Turcs, ils sont venus, en 2 ans, ils ont fait le centre financier. Ce projet a coûté environ 290 millions de dollars américains. Franchement, là, donc, c'est la guerre. Ce qu'on a besoin, c'est d'un centre financier. On est sérieux. Et là, maintenant, les Congolais, vous dites, oui, on parle pas assez du Congo, on parle pas assez de ça. Hein, mais quand on va parler du Congo, les gens ils vont voir que non, en fait, chez vous, il y a la guerre, à l'Est. Au lieu d'acheter des armes, vous construisez un centre financier à je sais pas combien de millions d'euros. Vous organisez des élections. Là, j'ai vu que les élections en France coûtent plus ou moins 200... En France, hein, coûtent plus ou moins 230 millions. En France. Au Congo, nos élections nous a coûté 1 milliard, presque 300 000. J'entends d'autres pays, avec 60 millions, ils font des élections. Que vous dites la population congolaise, c'est vrai qu'elle est grande. Et la France aussi, la population, c'est pas rien. Et en France, lorsque vous organisez les élections, le salaire des employés, pour tout, c'est pas la même chose qu'au Congo. Ils sont pas payés des 100 $. Hein. Donc vous multipliez un salaire normal en France de 2000, même un minimum, enfin moyen, on va dire. Vous multipliez ça par je ne sais pas combien de personnes, le budget il est quand même conséquent. Parce qu'on aime bien dire oui, mais le Congo, les infrastructures, donc imaginez, 1 milliard 300. Et avec les 1 milliard 300, ils sont même pas capables de faire une élection en un jour, comme l'indique la Constitution. Ils l'ont fait en une semaine. Et des élections bâclées, n'importe quoi, avec 1 milliard 300. Donc pour faire des élections normales, je ne sais pas qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a besoin, peut-être de 20 milliards d'élections. Donc, et encore, hein, et avant les élections, ils n'avaient même pas la possibilité d'amener les machines pour voter dans tout le pays. Ils ont dû supplier l'Angola pour les prêter des avions. Donc, ce qui fait que même l'armée congolaise, avec 1 milliard 300, n'a pas assez d'argent pour acheter quelques avions. Donc, ça veut dire que notre armée n'a même pas des avions pour pouvoir déplacer nos soldats dans tout le pays. Et là, vous entendez que le président Félix Tshisekedi fait payer les députés 21 000 par mois. Sans compter les ministres, toute cette vie-là, il passe son temps dans des mariages. Je sais pas, moi je vois pas trop Zelensky aller dans des mariages, des fêtes. Avant les élections, 2 ans avant les élections, tout d'un coup le Rwanda c'est les méchants. Parce qu'ils savaient que ça allait toucher l'opinion publique. Ça c'est juste pour qu'on le vote. Ouais, le Rwanda, commençait à trop parler du Rwanda. Même les Congolais ont dit ouais mais ferme alors la frontière. Interdit les avions d'aller au Rwanda. Il a fermé quelques temps parce que les gens commençaient à se plaindre. Puis il a réouvert. Je connais plein de gens qui circulent, ils vont au Rwanda. Moi, je dis, mais qu'est-ce que vous allez faire au Rwanda? On est en guerre, mais vous allez au Rwanda, je sais pas. Des fois aussi, les Congolais, notre fierté, on doit un peu revoir les choses. Hein. Ça devient grave, hein. Franchement. Il faut prendre un peu de fierté. Est-ce que vous aviez besoin d'aller au Rwanda? C'était vraiment nécessaire. Si c'était un truc vraiment nécessaire, que votre vie est en danger, encore, ok. Mais presque aller pour des vacances. Donc, on se fout vraiment de votre gueule, en fait. Mais bon, on met ça de côté. Juste avant les élections, la semaine avant les élections, ils chauffent la tête des Congolais. Si le Rwanda essaye, si ceci, cela, moi demain je réunis, je sais pas quoi, cabinet pas, le lendemain, on attaque le Rwanda. Et on a la possibilité. Je vais vous montrer la vidéo. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez mal. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en Congrès. Les 2 chambres seront réunies en Congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons des capacités aujourd'hui. Bobangate. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est pour la situation de l'Est. Parce qu'il en a fait trop et ça suffit. Les gens me disaient, ouais, non, tu vois, notre président, il va rien faire. Il va rien faire. Vous étiez là-haut, non? Il va rien faire. C'est de la comédie. Aujourd'hui, quoi? On est quoi? Février. On est en février. Et ça s'est passé quoi? En décembre. Est-ce qu'il a fait quoi? Vous croyez que les combats se sont arrêtés? Mais 2 jours après les élections, enfin après le premier jour d'élection, parce que les élections ont duré 7 jours, hein, c'est un truc formidable. Les combats ont repris. Est-ce qu'il allait attaquer le Rwanda? La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres.
je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Rien. Est-ce qu'il a repris des positions? Rien. S'il reprend une position, eux, ils en prennent 4 ou 5. Là, maintenant, la situation est vraiment dangereuse. La population a peur, il y a des déplacés. Et c'est pour ça maintenant que tout le monde se réveille. Ah, en fait, pendant la CAN, je vois les Congolais qui se réveillent. Ah, en fait, il y a encore la guerre. Qu'est-ce que le président, il fait? Mon frère, depuis tout le mois de janvier, il y a la guerre, ils font que progresser. Mais vous êtes occupés avec la CAN. Moi, je regardais seulement tranquillement, je postais pas trop. Parce que quand j'avais posté pour le 16 décembre, je vous dis pas tous les fanatiques du président sont venus me dire oui, mais toi, tu es pour l'opposition. Ça va dire l'opposition te paye. On m'a sorti des bêtises comme ça. Alors que moi, je veux juste défendre nos mamans.